Europe du Nord et en Europe de l'Est. Cette hégémonie états-unienne, elle a permis aux États européens de réduire leur armée régulière, d'arrêter la conscription militaire, de se limiter aux opérations ponctuelles et même de réduire leur arsenal militaire et de produire de l'armement principalement pour l'exporter vers d'autres pays. Sauf que depuis, on a vu qu'il y a des puissances comme la Russie et la Chine qui essayent de profiter du recul des États-Unis, qui a été symbolisé notamment par l'échec des guerres en Irak et en Afghanistan, et qui essayent de profiter de ce recul-là pour avancer leurs propres intérêts. Et avec la guerre en Ukraine, ça a été la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'une puissance essayait justement de changer les frontières par la force. Et aujourd'hui, le retour de Trump, ça marque un changement radical dans cette guerre, puisque face à l'enlisement de la guerre et à la difficulté en fait des deux camps d'obtenir une victoire décisive, Trump, lui, il veut se retirer du conflit, il veut laisser les États européens gérer la guerre en Ukraine pour se concentrer sur la compétition géostratégique avec la Chine dans l'Indo-Pacifique, mais aussi pour se concentrer sur son hémisphère, l'hémisphère occidental, comme on l'a vu avec les menaces et les déclarations sur le Canada, le Groenland ou encore le canal de Panama. Dans le même temps, comme vous avez pu le voir, Trump il a décidé d'accentuer la guerre commerciale, comme on a vu rien que cette nuit-là avec la décision de faire exploser les droits de douane. Face à ce changement d'attitude, qui a provoqué une crise énorme dans la relation entre les États-Unis et les États européens, ces États européens ils ont décidé de réagir de façon unanime par une explosion des budgets militaires et un réarmement généralisé. En Allemagne, du coup, c'est un budget de 1000 milliards qui a été adopté pour l'armée et le réarmement. En Europe, de manière générale, c'est un budget de 800 milliards d'euros qui a été adopté par la Commission européenne. Et en France, Macron il a annoncé qu'il augmenterait le budget de la défense pour qu'il atteigne les 3,5% du PIB. La France, aujourd'hui, c'est déjà le deuxième exportateur d'armes au monde. Et aujourd'hui, on est d'ores et déjà en train de parler de réquisition, comme par exemple à la fonderie de Bretagne, qui était menacée de fermeture et qui va sûrement être récupérée et utilisée pour produire jusqu'à 24 000 obus par jour. Donc vous voyez qu'il y a une course à l'armement qui est ultra importante, et pour justifier cette course à l'armement, vous avez dû voir qu'on entend depuis quelques semaines la même rengaine de la part de la classe politique, de la part des médias, etc. C'est-à-dire qu'ils nous expliquent que pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Dans le même temps, ils agitent la menace russe comme si Poutine il était prêt à envahir Paris demain. Évidemment, nous, on dénonce l'invasion de l'Ukraine par la Russie et on dénonce la guerre en Ukraine, qui est une guerre d'oppression nationale réactionnaire du peuple ukrainien. Mais en même temps, on pense qu'il faut aussi dénoncer les faux discours des États impérialistes, parce que derrière les discours sur la défense de la démocratie et la défense de la résistance ukrainienne, la réalité c'est que les impérialistes, ils défendent leurs propres intérêts, et ça on l'a vu avec la manière dont toutes les puissances occidentales ont sauté sur l'occasion pour piller les terres rares ukrainiennes. Nous justement, on refuse de tomber dans leur piège, surtout que dans le même temps, ceux qui font les leçons sur la démocratie, c'est exactement les mêmes que ceux qui soutiennent le génocide en Palestine, que ceux qui sont intervenus militairement en Irak, en Afghanistan, au Mali, en Syrie, etc. etc. Et en réalité, on sait très bien que leur discours sur la défense de la démocratie, il sert surtout à masquer la course à la guerre et au profit. Mais nous, ce qu'on veut rappeler aux gens, c'est qu'il faut rappeler comment ça a fini à chaque fois que les puissances impérialistes elles se sont armées. Eux, ils disent qu'ils se réarment pour préparer la paix. Mais on sait qu'à chaque fois que la France, l'Allemagne, l'Italie et toutes les puissances occidentales se sont réarmées, à chaque fois, ça a débouché sur des boucheries généralisées. Et dans le même temps, cette course à la guerre, en plus de ça, on voit qu'ils veulent nous la faire payer à coups d'attaques antisociales, idéologiques, en attaquant les droits des travailleurs. Donc c'est tous les débats sur la retraite à 70 ans comme au Danemark, sur les attaques sur l'assurance chômage, les arrêts maladie, etc. Et dans le même temps, ça s'accompagne d'attaques idéologiques pour mettre la jeunesse au pas, mais ça, Paul va revenir dessus un peu après. Mais du coup, la question face à ça, c'est qu'est-ce qu'on défend ? Nous, face à ça, le projet qu'on défend, il est radicalement différent de celui de la gauche institutionnelle et du nouveau Front populaire. 6 mois après la dissolution de l'Assemblée nationale et la création du NFP, et après avoir sauvé le gouvernement de Bayrou en refusant de voter la motion de censure, le Parti socialiste maintenant il est en train de vanter le patriotisme et il pointe l'urgence de la militarisation. Europe Écologie Les Verts, eux, ils défendent le réarmement européen au nom de l'écologie de guerre. Enfin, la France insoumise, ils ont en apparence une position pacifiste, mais en réalité, ils défendent eux aussi le réarmement de la France pour assurer la sécurité du pays sur les 5 continents. Ça, c'est Mélenchon qui l'a tweeté le lendemain du discours de Macron. Donc sur les 5 continents, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les colonies françaises, ça veut dire en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, etc.
La réalité, c'est que le cœur du pacifisme de la France insoumise, il repose sur le fait de faire de la France une puissance qui soit capable de s'émanciper de l'égide des États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils expliquent qu'on doit s'appuyer sur la dissuasion nucléaire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voté le budget militaire en 2023, pas parce qu'ils sont contre le réarmement, mais parce que ce budget, il était trop bas pour eux et parce qu'il ne répondait pas aux besoins de la France. C'est pour ça qu'ils défendent la mise en place d'une conscription citoyenne de 9 mois qui soit un service militaire plus conséquent que le premier SNU de Macron. Nous, à l'inverse, on ne pense pas qu'on peut combattre le nationalisme réactionnaire de Macron, de Retailleau et de Marine Le Pen par un nationalisme progressiste. Mais on pense qu'on peut le combattre par l'internationalisme. On ne pense pas qu'on peut combattre l'autoritarisme de Macron et la Ve République en mettant en place une 6e République, mais en abolissant le Sénat et la figure présidentielle et en mettant en place une assemblée constituante où les élus soient rémunérés à salaire d'ouvrier et ils soient révocables à tout moment. On ne pense pas qu'on va combattre les inégalités sociales et la précarité en demandant aux patrons de l'armement de reverser une partie de leur profit de la course à la guerre à la population, mais en expropriant les grands patrons et en plaçant la production sous contrôle ouvrier. Et tout ça, on ne pense pas qu'on l'obtiendra via les élections, ou alors par une énième union de la gauche avec le Parti Socialiste de Hollande et de Olivier Faure, dont on sait très bien qu'ils vont nous trahir une semaine après, mais par la lutte des classes et par le rapport de force. Pour nous, la seule issue face à la situation, c'est un antimilitarisme prolétarien. C'est l'organisation de la classe ouvrière, des classes populaires et de la jeunesse pour dire non à la guerre et à la course à l'armement. Nous, on pense que c'est la classe ouvrière qui a la capacité de bloquer les machines et l'industrie de l'armement. Et ça, c'est ce que les révolutionnaires, ils ont toujours défendu dans l'histoire, que ce soit face à la boucherie de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. En 1917, c'est même la révolution en Russie qui a mis fin à la guerre quand la classe ouvrière alliée à la paysannerie s'est mise en mouvement et a renversé le tsar. Le problème aujourd'hui, c'est que vous voyez que le mouvement ouvrier, il est loin d'être internationaliste. Et c'est pour ça qu'avec Révolution permanente partout où on existe, nos militants, ils essayent de jouer un rôle actif pour que leurs syndicats et leurs collègues ils prennent position contre la guerre. Et aujourd'hui, du coup, je suis fière notamment d'être à Metz et de pouvoir dire que je milite dans la même organisation que Christian qui est juste là, qui est travailleur dans l'agroalimentaire et qui a poussé son propre syndicat à prendre position contre la militarisation et contre la course à l'armement. Donc ça, c'est de manière générale. Mais vous allez me dire, ok, c'est bien, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire vu qu'on est étudiants ? Nous, on pense que dans tout ça, la jeunesse, elle a un rôle extrêmement important à jouer. Avec le point levé, on pense qu'il faut reconstruire un mouvement étudiant puissant, massif, auto-organisé et qui soit allié des travailleurs. Et ça, avec un caractère anti-impérialiste et anti-militariste profond. L'année dernière, j'imagine que parmi vous, il doit y en avoir qui se sont mobilisés pour la Palestine, mais on a vu comment, face au génocide en Palestine, le réveil de la jeunesse partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, en Italie ou encore en Espagne, ce réveil-là, il a réussi à faire trembler les puissances impérialistes. En occupant nos universités et en allant manifester, on a réveillé le spectre du mouvement contre la guerre du Vietnam dans les années 70, qui avait joué un rôle déterminant pour arrêter la guerre. Et aujourd'hui, ce mouvement international en solidarité avec le peuple palestinien, il a évidemment joué un rôle décisif pour imposer la trêve à Gaza qui s'est malheureusement terminée il y a quelques jours. Et aujourd'hui, nous, on pense que ce mouvement, il a posé les bases pour reconstruire un mouvement étudiant massif anti-impérialiste qui, derrière, puisse entraîner le mouvement ouvrier avec lui. Mais pour ça, on pense qu'il faut construire un courant de jeunesse qui se prononce fermement contre la guerre et contre la course à l'armement, surtout dans un moment où les médias, la classe politique, etc., ils n'arrêtent pas d'agiter des sondages selon lesquels 65% des jeunes seraient pour le rétablissement du service militaire, qu'une majorité de la jeunesse serait prête à s'engager sous les drapeaux pour défendre la patrie, etc. Et nous, au contraire, au point levé, on affirme haut et fort que notre ennemi, c'est ni le peuple russe, ni le peuple ukrainien, ni le peuple chinois, mais c'est bien notre gouvernement et le patronat. Nous, on pense que l'ennemi, il est dans notre propre pays et que pour le combattre, il va falloir s'organiser. Et c'est ce qu'on propose de faire partout en France avec la grande campagne qu'on a commencé à lancer là, il y a quelques semaines, partout où on a des militants, contre le militarisme et contre la Ve République. Donc on a organisé notamment des comités de campagne. Moi, là où je milite à Saint-Lyon, on a organisé un comité de campagne la semaine dernière. Et on organise des collages dans la ville, on organise des tractages au marché, etc. Donc vraiment, on vous invite à nous rejoindre pour mener cette campagne avec nous. Et je vais laisser la parole à Paul pour qu'il développe plus sur la question de Metz et tout. Ouais, bah du coup, moi c'est exactement ça. Je vais revenir plus en vrai sur les éléments locaux. Enfin, en vrai, comment est-ce que cette militarisation, là, un petit peu en Europe, elle se traduit à Metz et dans notre fac. Et avant de revenir sur les tendances à la militarisation plus récentes, enfin en ce moment et tout, moi je pense que c'est important de comprendre même historiquement en fait le rôle que la ville de Metz elle a joué
dans l'impérialisme français, parce qu'en fait c'est un rôle immense, et notamment vis-à-vis de la guerre en Algérie. Donc je passe vite fait sur les 4 siècles d'annexion, de reconquête et de bataille en vrai qui sont passés à Metz, pour direct partir plus sur en vrai, le rôle qu'a joué Metz dans la guerre en Algérie, et notamment du coup dans les années 1954 à 62 sous la 4e République, et où en fait Metz ça a été en vrai un grand centre à la fois de commandement et de formation militaire pour les troupes qui étaient envoyées en Algérie, notamment avec la présence du coup du 20e régiment, du 20e corps d'armée. Et donc les casernes, en fait, je ne sais pas si vous habitez tous Metz, les casernes en fait qui entourent la ville un peu dans les coins de Montigny et tout, et en fait elles ont eu un rôle décisif dans la guerre d'Algérie, notamment celle de Céret à Montigny-lès, qui accueillait le 4e régiment des tirailleurs tunisiens, un régiment colonial qui fut envoyé du coup en Algérie. Et puis après, tu avais aussi du coup les casernes de Raffenel et Ney, qui elles, en gros, elles géraient l'entraînement et la formation des troupes envoyées en Algérie. Et perso, moi, c'est là que j'ai fait du coup ma journée d'appel. Je pense que vous avez aussi été forcé de faire ça, mais du coup, ces casernes-là, elles sont réutilisées aujourd'hui du coup pour former en vrai la jeunesse à fêter le drapeau français et à fêter du coup l'armée française. Mais au-delà du coup du recrutement et de la formation, c'était aussi du coup un lieu de commandement de l'armée coloniale française. Et du coup, en fait, avec la présence du 20e corps d'armée, en fait, l'état-major, il coordonnait depuis Metz toutes les opérations militaires, les tortures qu'on a perpétrées en vrai en Algérie. Et c'est notamment du coup avec cette prédominance de l'armée à Metz que aujourd'hui, quand tu te balades à Metz, tu as genre un bâtiment historique sur 2, c'est des bâtiments privés qui appartiennent à l'armée. Et c'est aussi le cas à la fac. Je ne sais pas si vous saviez, mais par exemple, l'île du Saulcy, en fait, jusque dans les années 70, c'était une propriété du coup de l'armée. Et en fait, elle a été réaménagée à partir des années 70 et transformée en campus. Et encore aujourd'hui, tu as des parcelles dans la fac qui sont la propriété de l'armée. Devant le kiosque, là, des petites parcelles d'herbe, etc. Ça, c'est encore aujourd'hui des trucs qui appartiennent à l'armée. Et du coup, moi, je vous donne tous ces éléments-là pour comprendre un petit peu aussi qu'est-ce qui justifie le fait qu'aujourd'hui, on est la première fac de France à avoir un certificat militaire à passer. Je pense qu'on a fait un petit peu déjà de diffusion de tracts, etc. pour parler de ce certificat, mais je vais vite faire revenir dessus. En gros, le certificat militaire, il est vendu par l'armée comme un moyen du coup de former des étudiants, des citoyens éclairés. Pour l'instant, vous n'êtes pas éclairés, mais je ne sais pas, ça va arriver. Et puis aussi, du coup, d'ancrer la culture de la défense et de la sécurité au sein de la fac. Et ça, c'est les mots de l'armée, littéralement, pour vendre le certificat. Et pour vous donner vite fait un peu l'idée, là, moi, je me suis amusé. Alors, c'est ça qui est pratique, c'est qu'on peut voir, du coup, toutes les formations qu'ils font jour le jour. Et là, j'ai pris juste les 3 dernières formations qu'ils ont fait. Donc, tu avais vers une armée de terre de combat. Donc, ça, c'était il y a 4 semaines. Après, tu as eu la marine nationale et ses enjeux. Et là, hier soir, donc vraiment tout récemment, c'était force de police et sécurité publique, perspective et innovation. Alors, on entend innovation, je ne sais pas ce que vous mettez derrière. Moi, par exemple, là, je regardais aussi la circulaire Borne-Rotaillot qui est passée, je ne sais pas si vous avez vu, et qui en vrai va faire que là, les préfets ils vont effectuer des fouilles aléatoires dans les collèges et dans les lycées. Donc moi, je pense que ça peut déjà être une idée de perspective et d'innovation, c'est quoi la police à Metz. Mais comme le soulignait Irène, en vrai, il y a une véritable urgence de l'État à batailler toutes les idées anti-guerre qui sont aujourd'hui, comme tu le disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont mobilisés pour la Palestine, qui sont là dans cet amphi. Et ça, en fait, cette mobilisation, cette bataille des idées contre les idées anti-impérialistes et anti-guerre, etc., ça passe par une case de l'université. Et du coup, en fait, le projet militariste, c'est pas seulement envoyer les moyens qui étaient avant la fac, les envoyer à l'armée, mais c'est consciemment en vrai détruire l'université dans son rôle de transmission des savoirs et puis d'émancipation. En vrai, le gouvernement et les classes dominantes, elles veulent nous imposer une université qui est constamment de plus en plus élitiste, de plus en plus compétitive et à fermer des licences, etc., d'empêcher en vrai tous les enfants de classe populaire d'étudier en aggravant la précarité et la détresse psychologique comme outil de sélection sociale et en renforçant du coup... pour vous dire, nous on avait fait une étude, j'en parlerai peut-être un peu après, mais où tu as un étudiant sur 2 qui est forcé de travailler et de chercher du travail du coup, pour financer ses études. Et en fait, cette précarité organisée, on voit qu'elle nous pousse du coup dans une dynamique d'être, une main-d'œuvre en fait corvéable pour travailler à McDo ou je sais pas où là, juste pour en vrai financer ses études et avoir le droit d'étudier tranquillement quoi.
Et à l'inverse, nous, on pense qu'il faut qu'on ait un projet d'université qui lutte contre les oppressions, contre la préférence nationale, gratuite, ouverte à tous. Et pour ça, du coup, on revendique notamment l'inscription et la régularisation de tous les étudiants sans papier. On revendique aussi, je ne sais pas s'il y a des stickers qui sont mis, mais on revendique aussi un revenu étudiant financé à hauteur du SMIC par les impôts pour les étudiants, pour qu'ils n'aient pas à travailler du coup à côté de leurs études pour simplement vivre. Et notamment, c'est la petite brochure que vous avez par là-bas, mais on a fait une grande enquête étudiante qui démontrait notamment qu'il y avait 11% des étudiants qui avaient déjà été SDF au cours de leur scolarité. Et du coup, pour lutter pour un autre projet d'université, c'est aussi lutter du coup contre le manque de moyens, où ils veulent nous proposer, alors à Paris c'était métro TD Dodo, nous c'est métis partiel dodo, mais en gros c'est à peu près la même idée. Parce que, je sais pas, la fac de Metz par exemple, on discutait un peu, mais par exemple, ceux qui sont en art plastique et tout dans le sous-sol, en gros, tu as l'impression de faire de l'urbex quand tu vas dans les couloirs. Là, on discutait même des verres qui tombent du plafond et tout. C'est des vrais trucs, genre tu as des verres qui peuvent te tomber dessus, tu vois, quand tu es en cours. Même où on a eu la chance, maintenant, on a un foyer, du coup, pour travailler, etc. à la fac. Foyer où, pareil, le plafond, il s'effondre et tout. Et où on a un magnifique crous où on peut dormir avec des cafards. Donc, c'est un peu ça l'ambiance. Et pour voir aussi, en vrai, cette réunion, elle ne va pas de soi. L'université même, elle a tout fait pour l'empêcher. Elle nous a obligés à nous adresser à toutes les UFR dans lesquelles on n'a même pas d'étudiants pour pouvoir organiser cette réunion. Et en fait, là, l'université nous a dit très clairement que maintenant, elle ne voulait pas laisser un délai de 2 mois pour réserver des amphis pour des réunions politiques. Alors, je voyais des camarades, notamment de Bessantifa et tout, on en discutait, où ils étaient concernés par ça, mais même pour la Pride radicale, la Pride, là, elle arrive en mai. On ne peut pas organiser de réunion d'ici mai parce que du coup c'est bloqué, c'est dans un délai de moins de 2 mois. Et en vrai, tout ça, ça a une continuité. Et ce combat du coup au quotidien pour une autre université, il passe aussi par une lutte contre l'extrême droite et tout son projet de société. Tu vois l'élection de Trump, le salut de Nazim Musk ou Bayrou, même Roussel en vrai qui nous parle de frontières qui seraient des passoires, etc. On voit qu'il y a tout un discours raciste et nauséabond dont il va falloir qu'on s'y attaque. Et même récemment, je pense que vous aviez vu, il y avait eu des attaques, des agressions fascistes à Nancy et tout. Et vous voyez que tout ça, ça s'ancre aussi dans un discours qui est ultra masculiniste, guerrier, va-t-en-guerre, etc. Et toutes ces attaques qu'on est en train de vivre à l'université, en vrai, elles s'inscrivent dans un projet général que nous réserve la bourgeoisie, où en fait ils voudraient qu'on s'habitue au génocide, ils voudraient qu'on s'habitue en fait aux cyclones, aux incendies qui ravagent la planète, et ils voudraient d'ailleurs qu'on s'habitue à la guerre en fait, de façon générale, qu'on la prépare même avec eux. Et en vrai, nous, on est assez clair sur cette question. Nous, on pense qu'on n'a aucun intérêt en commun avec Macron, ni avec son gouvernement, ni avec, aucun complice en vrai de la. Ça m'a niqué tout mon. Attendez. Oui, voilà. Donc non, on n'a aucun intérêt avec eux. On n'a pas non plus en vrai d'intérêt même avec les grandes entreprises comme celle de Bernard Arnault et tout, ou même Total. Je sais pas si c'est Paris 8 ou vous avez pas de complicité. Non, ok. Mais en tout cas, nous, on n'est pas pour que nos universités elles soient dans des partenariats privés. Nous à Metz, par exemple, on est en partenariat avec ArcelorMittal, mais qui est du coup une boîte qui en vrai, demain, va travailler à la recherche pour fabriquer des armes, etc. Et nous, on pense que c'est pas à ça que devrait servir en fait nos savoirs. Et du coup, dans ce sens-là, nous, on voudrait en fait avoir une université où, je sais pas, les étudiants en art plastique, en cinéma, en philosophie, et en fait, ils arrivent à penser le monde de demain, à penser, je sais pas, même les enjeux écolos, et pas simplement en fait à être de la future chair à canon ou être des futurs comptables pour licencier Christian ou je sais pas qui. Et du coup, pour toutes ces choses-là, nous, on ne s'arrêtera pas en vrai de demander à la fois justice et vérité pour Adama et toutes les victimes de violences policières. Et on ne s'arrêtera pas non plus du coup de lutter pour la libération de la Palestine et de tous les peuples opprimés du monde. Et donc dans ce sens-là, en vrai, on voudrait vous inviter, vous, à être à nos côtés, la génération qui remet la question de la révolution à l'ordre du jour, la question de la lutte anticapitaliste, la question de renverser en fait cette société de merde. Et donc je pense qu'on peut ouvrir la discussion vite fait là-dessus, mais même il y avait un truc, vous les avez tous devant vous, mais nous aussi on vous appelle en vrai à venir avec nous
à un meeting génial qui sont organisés du coup par nos camarades, même à l'ensemble du monde, j'allais dire à Paris, mais en vrai, ça va être du coup, on va avoir une camarade qui vient d'Argentine, exprès pour ce meeting-là, une camarade qui vient du coup, pareil, d'Allemagne, d'États-Unis, et aussi une autre camarade à nous qui a fui la Russie, et qui va pouvoir raconter aussi un petit peu toute cette lutte-là. Et en fait, ce meeting-là, nous, on va faire partir un bus depuis Metz pour aller à Paris. Et on vous invite en vrai à venir nombreux et nombreuses avec nous. Et ça sera l'occasion, je pense, de discuter en vrai dans une période où, je sais pas, Macron, il nous promet juste un projet réactionnaire international. Nous, on pense qu'il faudrait porter au contraire un projet internationaliste et révolutionnaire, progressiste et du coup en lien avec les travailleurs et les travailleuses. Et ça, ce sera dans ce meeting-là. Donc je pense que ce sera l'occasion de... Voilà. Ouais, tu vois, ça a tenu pile. Mais ouais, je pense qu'on peut ouvrir. Je sais pas si tu as d'autres trucs à rajouter même sur le meeting, peut-être des détails que j'ai zappés, mais je pense que. Pour dire rapidement sur le meeting, en gros, c'est un meeting qu'on organise du coup à Paris le 24 mai, comme disait Paul. En gros, pour dire rapidement les intervenants, donc en fait, on a une grosse salle, il y a plus de 1000 places et tout, donc vraiment, il y a la place. N'hésitez pas à venir, on va organiser des bus de partout en France. Partout où on existe, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Montpellier. Donc ce sera même l'occasion de rencontrer les militants et militantes de Révolution Permanente et du point levé partout où on existe, quoi, en plus des militants parisiens. Et en gros, au niveau des intervenants, du coup, il y aura Myriam Bregman, qui est une camarade argentine, puisque on l'a pas dit, mais en gros, Révolution Permanente, on fait partie d'une organisation internationale qui s'appelle la Fraction Trotskiste 4e Internationale, la FTQI. Et parce que justement, en lien avec ce qu'on disait, que face à la situation réactionnaire face à la situation réactionnaire, nous on défend un internationalisme prolétarien. C'est pour ça que nous en fait on porte ce projet non seulement en France, mais dans 14 autres pays dans le monde, dont l'Argentine, les États-Unis, le Costa Rica, le Brésil, le Chili. Et du coup en Europe on existe en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Et du coup pour le meeting on aura une camarade qui s'appelle Myriam Bregman qui vient d'Argentine et qui s'est présentée aux élections présidentielles l'année dernière face à Milei, que vous connaissez, qui est aujourd'hui président de l'Argentine. Et elle est assez connue là-bas, même si vous allez voir sur son compte Insta, vous allez voir, parce qu'elle l'a défoncé sur les plateaux télé et tout, c'est assez incroyable. Donc elle sera là. Elle est aussi avocate, elle a participé, il me semble, si je ne me trompe pas, à condamner les dictateurs de la dictature en Argentine. Donc il y aura elle, il y aura Julia Wallace, qui est une figure du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui est pareil une camarade, et Ines Heider, qui est une camarade allemande qui s'est présentée aux élections législatives là il y a quelques semaines à Berlin. Donc ça c'est pour les camarades internationaux. Et après des camarades de Révolution Permanente, il y aura donc Anas Kazib, qui est notre porte-parole nationale, qui est cheminot, qu'on a essayé de présenter aux élections présidentielles en 2022, qui est syndicat à Sudrail. Il y aura du coup Sacha Yaropolskaya, qui est la camarade dont parlait Paul, qui est une réfugiée russe, militante transféministe et militante de notre collectif féministe du Pain et des Roses. Et il y aura Elsa Marcel, qui est avocate et militante du collectif d'action judiciaire. Donc vraiment le meeting ça va vraiment être bien. En gros l'idée c'est dans la période où en fait dans les médias, sur les plateaux télé, etc., la classe politique, on les entend que parler de la course à l'armement, de l'explosion des budgets militaires, etc. L'idée c'est qu'en fait il y ait plus de 1000 personnes qui se retrouvent à Paris pour dire non à la guerre, non à la course à l'armement, etc. Donc ça peut être vraiment un signal très fort qu'on peut envoyer. Et du coup voilà, il y aura des bus, donc en plus c'est pas très loin de Paris, pour le coup les 40 de Marseille, vous voyez. C'est ça. Du coup voilà, n'hésitez pas à venir, et je pense que même vous allez pouvoir même coller des affiches dans Metz pour le meeting et tout. Voilà.